Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, entretien, une rencontre avec le photographe Serge Roy. Natif de Montréal, Serge Roy travaille d'abord comme ingénieur industriel dans des multinationales avant de réorienter sa carrière vers la photographie. Artiste multidisciplinaire, il œuvre autant dans le domaine de la mode que du show business. Il a été nommé meilleur photographe au Québec au cours des 3 dernières années. Serge Roy, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue ici, là, dans le secteur Buckingham. Vous êtes établi dans la petite nation dans l'Outaouais depuis 20 ans, d'abord pour des raisons professionnelles. Oui, professionnelles. Il y a aussi une question de santé mentale un petit peu. Disons, travailler le centre-ville de Montréal, c'est quelque chose qui pesait lourd dans la balance. On doit toujours essayer de garder notre côté artistique, mais quand on fait 1 heure et demie de trafic, on n'arrive pas en studio tout frais dispo, et qui est un des critères nécessaires pour recevoir notre clientèle, pour la mettre à l'aise. Et vous êtes là dans le secteur de Chénéville, vous avez des grandes terres, vous voulez profiter au maximum là, de la nature du coin. C'est ça. Bien, j'ai essayé de rendre l'utile à l'agréable. Disons qu'encore, la majorité de mes contrats sont à l'extérieur, mais tout travail de post-production se fait directement, justement, à Chénéville, sur une terre, au chant des oiseaux, tasse de thé, un petit vent bien rafraîchissant. Écoutez, j'aimerais qu'on commence. On va parler évidemment de votre cheminement pour devenir photographe, parce que vous avez été initié au monde de la photographie assez tôt. Votre père qui travaillait dans une imprimerie, et rapidement, là, vous avez été en contact avec ce monde-là de la photographie. C'est ça. Dès l'âge d'environ 13 ans, mon père a voulu m'initier au laboratoire, et puis l'imprimerie à l'époque fonctionnait toutes par photographie, c'est-à-dire qu'on photographiait les textes, on photographiait les images et on faisait les mises en page. Et donc, déjà là, en premier, on m'avait mis dans la chambre noire au développement. Le développement, pour moi, ça a toujours été un côté mystique, surtout quand on est petit bonhomme, 13 ans, on met une feuille de papier dans une acide et tout d'un coup, il y a une image qui commence à apparaître. Là, je dis, ouf, là, il y a quelque chose ici qui m'attire. Puis donc, j'ai commencé à étudier la physique du développement. Et pourtant, vous avez orienté votre carrière au tout début. Vous avez été ingénieur industriel et vous avez d'ailleurs travaillé là, pour des multinationales. C'est en plein ça. Disons que vu que j'ai commencé à 13 ans dans les chambres noires, naturellement, je continuais mon côté. J'ai fait mes études et tout. Et puis, graduellement, j'ai rentré dans plusieurs multinationales, faire la restructuration d'entreprises. Et puis, dans la restructuration des entreprises, bien naturellement, on avait de la photo à faire pour voir l'équipement, comment est-ce qu'on plaçait. Et je voyais que quand je tombais dans l'élément photo, j'étais vraiment bien dans ma peau. Quand je tombais dans le côté administratif, à faire valoir mes points, non. Ça exigeait trop d'efforts. Mais vous avez fait quand même ça pendant de nombreuses années, restructurer des entreprises. C'est en plein ça, oui. J'ai fait ça pour plusieurs multinationales. Et puis, jusqu'à temps que je prenne la décision, OK, je lâche ça et puis je continue complètement dans la photo. Ça n'a pas été difficile à ce moment-là de prendre cette décision-là parce que ingénieur industriel, vous avez quand même un revenu stable, assuré. Vous êtes évidemment un artiste parce qu'on ne peut pas être photographe sans être artiste. De mettre cette partie sécurité-là de côté pour vous retrouver un petit peu là, un contrat et tout ça un petit peu... Bien, disons, la façon que ça s'est fait, ça a été vraiment plutôt une recherche spirituelle. Vous allez rire, je me suis ramassé dans un cinéma un soir. Il y avait 2 films à l'affiche. Harold Desmaudes, Jonathan Livingston de Goéland. Donc, qui était vraiment là, à peu près où j'étais dans mon étape de vie. J'étais à peu près comme le gars dans Harold Desmaudes, où il n'y avait plus rien qui l'intéressait, qui cherchait un défi. La même chose que Jonathan Livingston qui disait « J'ai fini d'écouter les critères de la société et je veux voler des ailes et faire ce que tout le monde dit qui n'est pas faisable. » Et du jour au lendemain, j'ai rentré dans le bureau de mon supérieur et puis j'ai dit « Bon, bien voici, je quitte et c'est fini. » Premier contact avec la photographie, vous me parlez entre autres là, des photos de Michel Richard que vous avez retouchées pour la pochette de son premier album. C'est ça. Le contrat d'imprimerie, quand on l'avait reçu, on avait reçu des photos et tout, puis on devait faire les plaques. Et puis quand j'avais fait les plaques, je trouvais que les contrastes n'étaient pas bien balancés. Fait que de mon initiative, je les avais pris et j'avais boosté les contrastes sur la pochette en question. Et puis,
quand que le gérant ou que la firme qui s'occupait du marketing de Michel Richard à l'époque, ils ont fait comme, il me semble que c'est pas tout à fait la photo originale. J'ai dit non, je l'ai retouché. Puis là, je commençais à me questionner. Oups, j'ai fait quelque chose peut-être qui n'était pas correct. Puis au contraire, ils ont fait wow, là, on voit ses cheveux noirs. Parce que dans ce temps-là, c'était noir et blanc. Mais là, on voyait vraiment là, ses cheveux noirs avec sa robe rayée et tout le kit. Fait qu'ils ont fait non, écoute, on dirait que tu as un œil pour ça. Et puis tranquillement, ça a débouché. Et rapidement, votre réputation en ce qui concerne les couleurs là, s'est fait sentir. On vous reconnaît, même à partir de ce moment-là, on vous reconnaissait comme quelqu'un, un artiste de la couleur, si on veut. C'est en plein ça. Disons c'est sûr que dans cette époque-là, on marchait beaucoup avec le noir et blanc, mais j'étais une personne qui aimait vraiment amener les contrastes à la limite de la saturation. Chose qui n'était pas une norme à l'époque. C'était vraiment un style qu'on appelait ça le grayscale flat. Ils tenaient ça là, mais je poussais toujours les limites. Puis graduellement, bien, ils ont commencé à se faire à l'œil. Ils m'ont dit, sais-tu que ça a du potentiel, ça vend. Et puis, à partir de là, quand la couleur s'est installée, ça a été la même chose. J'ai toujours poussé avec les couleurs à leur max. Et les contrats en photographie qui ont commencé à rentrer, là, assez rapidement, je pense, à partir du moment où vous avez décidé que c'était votre nouvelle façon de vivre. Oui, mais disons que ça a commencé graduellement. La façon dont c'est fait, c'est que suite à ça, ils m'ont dit, bien, écoute, en voyant le travail que je faisais dans la chambre de noir à l'imprimeur, qui était sensiblement la même chose, puisque dès qu'on commence à connaître la lumière et l'ombre, elle s'applique de façon générale. Fait que là, il s'agit juste de développer l'attaque humain que j'avais à développer à cette époque-là, mais les contrastes, je l'avais. Au niveau de la formation académique, est-ce que vous êtes retourné là, sur les bancs d'école pour apprendre un petit peu plus votre métier de photographe? À gauche, à droite, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas, c'est comme le cinéma québécois quand il a commencé, il n'y avait pas une discipline comme telle ou un cadre vraiment de photo. C'est que, ou comme les monteurs d'Hydro-Québec aussi, les autres, ils apprenaient sur le tas, et Hydro-Québec formait leurs hommes, et puis là, à cette heure, OK, on suit des cours. Et la photo, c'était sensiblement à peu près dans la même lignée. Fait que là, on essayait de s'accoter sur un photographe ou un autre, et puis là, on regardait la façon qu'il fonctionnait, puis là, on questionnait, puis à partir de là, on développait son propre style. Vous avez fait beaucoup de photos de mode sur des plateaux qui ne sont pas nécessairement toujours évidents, et vous aviez une approche plus humaine, j'ai envie de dire, en ce qui concerne les photos de mode. Oui, bien, disons, pour moi, l'important, c'était d'établir un contact. Oui, on avait à avoir un contact avec l'agence, mais ce n'est pas l'agence que je photographiais, c'était vraiment le modèle, ou la modèle, ou peu importe le nom qu'on y donne. Et puis, pour moi, l'important, c'était de pouvoir dialoguer avec, ressentir quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses, pour pouvoir travailler ensemble et puis de pouvoir développer mes angles de photo pour la mettre en meilleure perspective puis sortir le meilleur d'elle. Puis ça peut se faire qu'en dialoguant. Et ce n'est pas une approche qui était nécessairement là, présente partout. Vous avez même quitté le monde de la mode pour y revenir un petit peu plus tard avec vos propres conditions. Oui, bien disons que à un moment donné, c'est devenu plus commercial, plus fast-food, si on peut appeler ça ainsi. Et puis c'était pas, en étant un artiste qui recherchait vraiment l'être derrière le personnage qui était là. Et puis, à un moment donné, je n'étais plus capable. Parce que moi, quand je photographiais un modèle, je devais voir la pupille de l'œil dilatée, de voir la flamme qui était là, qu'elle aimait son métier, elle était fière des vêtements qu'elle portait, puis elle se sentait à l'aise. Là, quand je voyais cette pupille-là développée, dilatée, là, la photo se prenait. Mais quand on commence à dire, mais non, on a un budget, il faut bouger, il faut faire ci, il faut faire ça, là, whoop, ça ne rentrait plus dans mes cadres. Je me dis, là, si je ne photographie plus un modèle, je photographie un sundae, je photographie un donut. Tant qu'à faire ça, je vais m'en aller dans la bouffe ou je vais faire d'autres choses, je vais photographier des chars pour être si inhumain dans un certain sens. Mais quand vous êtes revenu, l'industrie vous a accueilli à vos conditions, donc plus de temps pour dialoguer, pour connaître le modèle ou la modèle. Oui, bien, c'est toujours, c'est curieux. Hein? À un moment donné, j'avais fait une joke en disant, sais-tu quoi? J'ai dit, je pense que le prochain Chumani qui va arriver, je vais me déclarer que j'étais dedans pour devenir célèbre. Parce que c'est toujours quand on n'est plus là qu'on parle de toi, mais quand tu es là, c'est jamais pris. Fait que c'est à peu près ça qui est arrivé. À un moment donné, les gens ils ont revu certaines photos, puis ont dit, hey, il y a quelque chose dans les regards, il y a quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et puis là c'est parti de là que ça a comme recommencé. Et puis... À partir de vos débuts comme photographe jusqu'à l'arrivée
du numérique il y a quelques années. Pour vous, l'arrivée du numérique, ça n'a pas été quelque chose d'évident parce que là, les chambres noires, ça n'existe plus. Vous avez, à ce moment-là, songé même à presque tout abandonner. Oui, disons que quand on faisait avec l'argentique, on avait des laboratoires et puis on avait des techniciennes qui, eux, développaient nos photos. Et puis, à un moment donné, ils connaissaient notre style. Fait que moi, la seule chose que j'avais à faire, dans un certain sens, c'était de me concentrer sur mon côté artistique. Et puis là, je savais que tout ce qui était post-production n'était pas sorti, sauf des petites corrections mineures. Avec l'arrivée du numérique, il n'y avait pas personne de formé, il n'y avait plus de laboratoire, là, tout tombait dans le vide. Et donc, on devait se mettre le fardeau de connaître tous les logiciels pour faire le développement. Et donc, le côté artistique commençait à souffrir parce qu'on savait que si on faisait un photoshoot qu'on avait pour X nombre d'heures après en post-production, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux faire. Mais votre fille, c'est votre fille, je pense, qui a réussi là, à vous convaincre de continuer, de commencer à travailler avec vous dans vos studios. Oui, bien disons que quand elle a vu que... Elle a dit, bon, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le numérique? J'ai dit, moi, je pense pas d'embarquer dans le numérique. Je vais peut-être accrocher mes gants et juste m'amuser à faire la photo. Ben non, elle dit, tu peux pas faire ça. Et puis elle étudiait aussi comme graphiste et tout. Donc, elle a dit, écoute, moi, là, le côté retouche, je vais le prendre parce que c'est là que moi, je vais m'aligner. Je vais devenir retoucheuse professionnelle. Donc, j'ai la personne idéale qui se trouve être père, mais il ne faut pas mentionner le non-père parce que c'est comme non. Tu es un photographe pour qui que je fais la correction. Parfait, je le prends. Fait qu'à partir de là, elle a dit, écoute, donne-moi tout le côté correction et toi, occupe-toi du côté artistique. Il y a des liens qui sont assez importants pour vous au niveau de la famille. C'est vraiment une entité là, qui est hyper importante pour laquelle vous dépensez beaucoup d'énergie. Oui, bien, disons qu'il y a deux volets, puis c'est quelque chose qui est difficile à tenir l'équilibre, parce que, oui, on va faire comme du lundi au vendredi, c'est la relation photographe-retoucheuse, et le vendredi à 3 heures, ça s'éteint, et puis là, on devient rôle père et fille. Et puis, les premières fois, on avait une tendance à déborder, mais je suis chanceux que mon épouse disait « Hey, on ne parle pas de job », et le copain de ma fille disait la même chose. Fait que là, on s'est structuré à dire, bon, jamais qu'on va parler de job de vendredi à dimanche soir. Évidemment, vous avez beaucoup de contrats, des contrats professionnels. On va en parler un petit peu plus tard. Mais vous continuez toujours, et pour votre plaisir, je pense, à faire des mariages, parce que ce sont des journées spéciales pour vous. Mariage, je trouve que c'est... Comment je pourrais expliquer ça? C'est le moment de tendresse qu'on a besoin pour notre équilibre. De dire que les gens vont nous engager, qu'ils vont nous verser un montant d'argent pour qu'on puisse partager avec eux leur amour et la joie dans laquelle ils sont de cette journée-là, c'est de dire « Wow! Je suis vraiment privilégié de faire une noce parce que c'est de l'amour et du partage de 7 heures le matin jusqu'à 7-8 heures le soir. Et on ne sent pas que c'est un fardeau de faire de la photo. C'est juste... Un plaisir. Un plaisir. On est complice de qu'est-ce qu'ils vivent. Serge Roy, si vous permettez, on va prendre une pause et on continue notre discussion tout de suite après. Merci. Avez-vous remarqué le jeune décrocheur et la jeune mère dans le besoin? Nous, oui. Centraide Outaouais appuie 70 organismes qui savent les reconnaître et qui les aident à surmonter leurs difficultés. Donnez-nous le pouvoir d'aider. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. De retour à entretien pour continuer notre discussion avec Serge Roy. Serge Roy, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un tout autre aspect de votre métier de photographe,
Vous avez fait beaucoup de voyages et c'est important pour vous. Premier voyage qui se dessine pour faire, c'est en fait un magazine qui vous envoie au Venezuela pour couvrir des compétitions de voile libre. C'est ça. C'était la revue Voile libre qui m'avait autant pour couvrir une compétition internationale que pour les lignes de vêtements et les nouveaux produits de planche à voile. Fait que ça s'est passé il y a quelques années et puis j'ai fait cette couverture-là. Vous avez également beaucoup voyagé. Vous vous êtes retrouvé en Inde, en Chine. Et c'était des voyages qui vous ont littéralement marqué. Je pense par exemple aux moines tibétains que vous êtes allé photographier. Oui, bien disons pour se mêler un petit peu avec le peuple, parce que comme je vous dis, moi je suis une personne qui veut vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe dans un peuple, et on n'arrive pas là avec tous nos attirails de caméra puis dire OK, moi je m'en viens prendre des photos. Donc une des premières étapes que j'ai fait, j'avais serré mon équipement de photo et je m'étais ramassé sur un tailleur suite à des recommandations de plusieurs moines tibétains pour me faire un habit de moine pour mieux m'intégrer. Et après un certain temps, quand ils m'ont dit mais tu fais quoi ici au jeu? Je dis je fais de la photo, est-ce que ça vous dérange? Donc, j'ai pu aller prendre des photos dans une profondeur que normalement, on n'est pas capable d'aller chercher parce qu'il se crée une barrière entre qui nous sommes et qu'est-ce qu'eux vivent. Et le fait que vous viviez ce qu'eux vivent actuellement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que vous disiez tantôt que vous étiez en quête de spiritualité. Comme être humain qui cherche la spiritualité, de vivre avec les moines tibétains, qu'est-ce que vous avez ressenti? Oh my God, j'ai senti qu'à un moment donné, ça m'a permis de revenir aux sources premières de pourquoi je voulais faire la photo. C'était d'aller chercher la personne qui se cache derrière le personnage. C'était d'aller derrière une note, derrière la note. Fait qu'on voit toujours la façade, mais il y a un élément qui manque dans une photo qui se trouve être la profondeur. Puis ces voyages-là m'ont permis d'être plus à l'écoute, d'aller au-delà des jugements et juste de ressentir le moment présent pour prendre qu'est-ce qui se manifeste là. Et c'est important pour vous, tout au cours, et pour chacun de vos voyages, vous voyagiez toujours avec toute la famille. Donc, votre épouse, votre fille vous ont toujours suivi. Tout le temps. Disons que ça n'a pas été facile parce que j'avais des dérapages un petit peu avec les commissions scolaires parce qu'ils n'acceptaient pas que ma fille, qui était en première, deuxième année, troisième année, qui quittait pour 5-6 semaines pour un reportage à l'étranger, malgré qu'elle était toujours parmi les 2-3 premières de classe, mais c'était contre les croyances de l'époque que ça ne se fait pas. Mais non. Puis grâce à ça, aujourd'hui, elle a une ouverture d'esprit qui lui a permis de pouvoir voir avec des yeux autrement que celles des charnières qu'on y force. Un peu comme Pink Floyd disait, Another Brick in the Wall. Fait que, elle s'est enlignée autrement. Et c'est tellement important pour vous de vivre et de vous imprégner de la culture que vous avez même refusé des contrats, ou en fait au moins un contrat, parce qu'on ne voulait pas. On voulait que vous arriviez là avec vos caméras et que sans avoir le temps de vous imprégner. Vous avez refusé tout simplement. Oui, bien c'est ça. Quand je suis revenu de l'Inde, très peu de temps après, parce que ça s'évite dans le milieu, j'avais été approché par une firme de production. Et puis, en étant donné que j'avais développé un contact avec un des moines pour me rendre à bout de Gaïa, au Bhoutan, excusez, pour un visa indéterminé, là, ils ont dit « Wow, ça nous donne une chance d'aller faire un reportage sur le peuple qui vit à cet endroit-là. » Et puis, j'ai dit « Bon, OK, c'est quoi les critères? » Ils m'ont dit, OK, tu as une semaine, il faudrait que tu cannes toute la chose pour revenir. J'ai dit, je regrette, ça prend un minimum de 3 semaines, parce que la première semaine, je rentre là comme incognito et je veux vraiment m'imprégner du prêt. Ils disent, on n'a pas eu le budget pour faire ça, puis c'est pas ça qu'on recherche. Mais j'ai dit, tu n'as pas besoin des services d'abord. Et j'ai refusé le contrat. Même si ça aurait pu être très lucratif. Ça aurait été très lucratif, mais ça va contre mes principes. De tous ces voyages-là, Serge Roy, est-ce qu'il y a un moment marquant, quelque chose qui vous revient, même encore aujourd'hui, là, suite à ces voyages-là? Un moment marquant, un moment intéressant ou important dans ces voyages-là? Oh, ils sont tous uniques. D'en trouver un précisément, c'est assez difficile parce que chaque personne, chaque être a son histoire. Et celle-là, je me dis, c'est la meilleure des meilleures. Et puis, je repars dans un autre voyage, je vais rencontrer un autre personnage. Je vais dire, oh non, c'est celle-là, la meilleure des meilleures. C'est parce qu'on dirait qu'il y a toujours un personnage qui tombe, qui arrive sur ton chemin pour te faire voir ce que tu as besoin de voir au moment-là.
c'est un partage. Est-ce qu'on peut dire avec les années que vous êtes un passionné des gens? Parce que vous me parlez de l'importance de vous imprégner de la culture, l'importance de prendre le temps avec vos modèles, les gens que vous allez photographier. Est-ce que l'être humain, c'est quelque chose là, qui vous passionne? L'être humain, c'est l'essence de tout ça. Je peux vous conter une petite anecdote, juste vite faite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Disons que j'ai eu un type qui s'est présenté en studio et puis il dit, je m'en viens faire un portrait. Fait que je dis, quel genre de portrait? Bien, il dit, c'est toi le photographe. Fait que je dis, parfait. Fait que je le place, je regarde dans mon appareil, mais je vois que ses yeux sont sèches et vides. Je lui dis, j'ai pris une chance. J'ai dit, il te reste combien de temps à vivre? Mais il dit, il me reste à peine 6 mois. Fait que j'ai dit, donc c'est pour ça que tu es ici en studio. Il dit, oui, tu as vu clair. Fait que là, je dis, quel est le message que tu veux laisser et à qui? Puis il dit, il y a des choses que je n'ai pas dit à ma femme, il y a des choses que je n'ai pas dit à mon fils, il y a des choses que je n'ai pas dit à un tel, un tel. Puis je dis, tu vas commencer par me conter ce que tu n'as jamais dit à ta femme. Donc, il est rentré dans cet état d'âme-là, et il y a une photo qui s'est prise. Je l'ai écouté pendant une dizaine de minutes, on a arrêté. Qu'est-ce que tu aimerais compter à ton fils? Il a commencé à compter qu'est-ce qu'il n'avait pas pu compter à son fils, et la photo s'est prise. Quand on a eu fini la session, on s'est ramassé avec une dizaine de photos. Puis là, il m'a dit, wow, je ne sais pas laquelle que je veux choisir. Bien, j'ai dit, prends celle qui est le message le plus important que tu veux laisser. Fait que tu vois, tout est basé sur l'humain. On ne peut pas travailler autrement. Donc, une photo, c'est plus que de l'esthétisme, c'est plus que des couleurs bien placées, de l'ombrage bien placé pour Serge Roy. Oui, pour moi, disons que je laisse ce que j'aime être ce que je fais. Donc, c'est la photo. En 2012, vous avez obtenu le contrat exclusif de photographe de la Formule 1, en fait, du Grand Prix de Montréal. Vous aviez essayé depuis longtemps, là, j'imagine, de devenir photographe, et c'est vous qui avez obtenu le contrat cette année. Cette année, c'est moi qui l'ai eu, disons, par plusieurs tentatives, parce que c'est un milieu qui est assez difficile. Et puis, suite aux différents prix que j'ai gagnés depuis les dernières années, ça m'a comme permis d'ouvrir les portes nécessaires pour être accepté, parce que les accréditations en photographie sont pas bien connues, sauf pour un milieu bien serré. Fait, parce qu'il y a deux organismes, dans le fond, qui déterminent. Il y a la Corporation des maîtres photographes du Québec, et ainsi PIPI aussi, qui se trouve être les photographes Professional Photographers of Canada. Quand on est capable d'aller chercher nos accréditations dans ces deux associations-là, c'est des entités qui sont neutres. Donc, on ne s'autoproclame pas professionnel, on ne s'autoproclame pas quoi que ce soit. C'est eux passés par un jury. Donc, les entreprises qui savent que c'est un jury indépendant puis que ce n'est pas les gens qui s'autoproclament, automatiquement, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Est-ce que vous aviez déjà une passion pour la course automobile avant là, de faire ces photos-là? Non, je dirais plutôt c'est le défi. De toujours me lancer, de dire « Wow, ça, je ne l'ai pas fait. Comment est-ce que je vais aller chercher? » Puis encore là, tu vois, je prenais une photo et j'ai une photo d'Alfonso. Quand il a passé à côté, il m'a envoyé la main. Fait que tu vois-tu, en pleine concentration, à des kilométrages de fou, il a vu, il a envoyé la main. Il dit « Wow, encore un contact, même à haute vitesse. » C'est spécial quand on voit ça puis qu'on vit ça, là, ça fait un velours. Bien, un velours dans le sens que, oui, on sent qu'il y a une communication qui passe, même à des vitesses phénoménales. Et pendant tout le Grand Prix, là, vous étiez installé là, dans les airs, dans l'hélicoptère à prendre des photos? Non, j'étais à deux endroits. J'avais une partie terrestre. Et puis la deuxième partie, oui, il y avait seulement 2 hélicoptères qui avaient le droit de sillonner le circuit en question. Il y avait celui pour la télévision et celui dans lequel que je me trouvais pour prendre les photos des installations et de toute la course. Un petit peu peur là, de manquer le moment présent, de ne pas être en mesure. Est-ce que c'était votre première... Non, c'est pas votre première expérience dans les airs, prendre des photos aériennes? Non, ça ne l'est pas. Ce qui est plus stressant, c'est de savoir qui, où et quoi. Oui. Parce qu'on ne sait pas qui va gagner, qui est en tête de file, parce que là, les voitures, c'est sûr qu'elles roulent un train d'enfer, et nous, on doit essayer de capter une série d'images de chacun des courseurs terrestres et tous les courseurs sur le côté aérien. Fait que, mais que celui qui gagne, qu'on ait déjà tous les prises de vue de fait. Vous,
tenez par contre à continuer de vous impliquer socialement. Vous avez été le photographe pour le calendrier de la sclérose en plaques. Parlez-nous un petit peu de cette expérience-là que vous avez vécue. Ça, c'était encore un côté humain. On avait préparé, j'avais travaillé sur une collection de photos que j'avais essayé de publier avec certains éditeurs et ça n'a pas fonctionné. C'est un processus qui était long. J'ai décidé d'abandonner et puis à peine une journée ou deux après, je reçois un téléphone d'un personnage qui voulait partir d'un calendrier pour faire une levée de fonds pour la sclérose en plaques. Ce calendrier-là regroupait des femmes de 18 à 72 ans. Et puis, ça a ramassé au-dessus d'une vingtaine de mille dollars pour la cause. Parce que la cause est aussi importante pour vous que les photos que vous allez prendre. Puis même encore, vous voyez, les personnes qui ont participé à ce calendrier-là, aucune avait une expérience en tant que modèle. Donc, le but des photos, et là, je vous en parle, j'en ai la chair de poule encore aujourd'hui, était d'amener chaque être qui était là à leur point le plus vulnérable qu'ils pouvaient aller face à ce que la personne vit avec une maladie. Donc, ce n'était pas important d'être complètement dévêtu, ce n'était pas important d'être 25, 10, il n'y avait pas rien. Tu t'amènes à le point le maximum. Puis quand tu t'amènes à ton maximum, ça se voit dans les yeux, dans les regards, que je m'abandonne. Et souvent, dans une maladie, c'est ce qui nous arrive. On dit, bon, OK, je l'ai, la maladie, là, je dois vivre avec, qu'est-ce que je fais? Et c'est le côté solidaire de ces 12 personnes-là qui ont travaillé ensemble pour faire ce calendrier-là. Ça a été vraiment quelque chose... Et sans cette approche humaine qui vous caractérise, Serge Roy, j'imagine qu'on n'aurait pas pu avoir des photos qui sont aussi criantes de vérité. Non, en effet, parce qu'il y a eu entre autres, une des modèles, elle avait la petite madame 72 ans. Donc, pour elle, c'était une montagne de dire qu'elle devait poser semi-nue pour le calendrier ou au moins, du moins, ça menait à son point le plus vulnérable. Donc, en arrivant sur les lieux du photoshoot, c'était juste elle et moi. Ça faisait peut-être 2 heures qu'elle tourne en rond avant de dire « OK, là, j'y vais ». Donc, elle s'installe, on prend la photo et puis elle avait une robe de chambre, elle était censée juste être légèrement dévêtue. Ah, fait que, là, on voit un petit peu son flanc de sein et tout. Je dis, bon, mais c'est après moi, c'est le maximum qu'elle peut aller. On prend la shot. Elle me dit, je peux-tu voir la photo? Je lui montre. Elle dit, elle dit, c'est quétaine, hein? C'est pas comme les autres. J'ai dit, non, non, non. Je dis, on parle pas des autres. J'ai dit, on parle de toi. J'ai dit, chaque fille est unique. J'ai dit, toi, c'est le maximum que tu peux faire. C'est parfait. Puis elle dit, Serge, elle dit, je dois t'avouer quelque chose. Elle dit, moi, je suis ici. Mon mari ne le sait même pas que je suis en train de faire le calendrier. Elle dit, mes petits-enfants vont m'interroger. Grand-maman, hein, comment ça que tu as posé tout nu dans un calendrier et tu ne peux pas, je me promène la bédaine à l'air? Elle dit, fait qu'il va y avoir toute une thérapie familiale à faire après. Fait qu'on s'est mis à rire. Elle dit, écoute, Serge, quitte la pièce. Elle dit, je vais me dévêtir davantage. Fait que là, elle est allée où elle se mettait les mains comme ça ici et on voyait juste le flanc de cuisse. On prend une shot. Elle regarde la photo. Elle dit, je trouve ça encore quétaine. Puis elle dit, à part de ça, elle dit, tu as déjà vu ça, des femmes. Fait qu'elle se lève debout, elle se place en arrière de la chaise, toute bien belle, toute bien coquette. On prend une shot. C'était la shot. Et puis là, elle est devenue quasiment la moraine grand-mère du projet parce que tout le monde a dit, wow, 72 ans, faire qu'est-ce que tu as fait là? Elle dit, ça prenait du cran. Elle dit, non. Elle dit, je me sentais bien quand je l'ai fait. Ah, c'est probablement ce qui vous caractérise le plus. Serge Roy, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Plein de belles photos à venir. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Entretien. Bonne fin de soirée.